Hello et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 121. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast, fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations ou pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcasts.com. Mon invité aujourd'hui est Nicolas Le Hérissier. Nicolas est directeur général de Bounty Source, une plateforme de financement pour les logiciels open source. Les utilisateurs peuvent améliorer les projets open source qu'ils aiment en créant, collectant les bounties et en s'engageant dans les collectes de fonds. Bounty Source est une filiale de The Blockchain Group qui a pour mission finale de créer un écosystème alimenté par la blockchain qui permet aux entreprises d'exploiter la puissance de l'énergie décentralisée à travers ses différentes divisions. Dans cette discussion avec Nicolas, nous discutons de son parcours, entre autres chez Oura et Renault Digital, les nouvelles formes de leadership, les fonctionnements des organisations, l'agilité, l'open innovation et comment opérer avec le client au cœur du business. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants de votre temps précieux pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission avec Nicolas. Nicolas Le Hérissier, ça fait plus que 10 ans que nous nous connaissons. Je t'ai rencontré, j'ai l'impression, quand tu étais chez le Oura, pas le, chez Oura.fr. Raconte-nous dans tes mots qui tu es. Ouf. Tu as le temps? Tu as beaucoup de temps? Ben oui, bien sûr. Alors, qui je suis? Je suis quelqu'un qui travaille dans le marketing, le business développement et le digital depuis... Oh là là, je ne vais pas compter le nombre d'années, mais ça fait très longtemps. Puisque j'ai commencé il y a très très longtemps, même dans la presse informatique, offline et online. J'ai passé quelques belles années chez IBM également. Donc, j'ai baigné dans le NTIC, dans le NTIC depuis très longtemps, à la pub, au digital, au marketing chez eux. C'était une belle époque. Et puis voilà, et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai pris différentes fonctions, sales, marketing, stratégie, dans différentes industries. Peut-être parce que je suis quelqu'un qui à la fois est curieux de nature, qui a besoin de toujours, je dirais, apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouveaux univers. Aussi parce que je suis quelqu'un qui s'épanouit hors de sa zone de confort. Sinon, j'ai tendance à m'ennuyer. C'est bien équipé alors. Voilà. Et puis, je dirais que j'ai une philosophie qui décloisonne les fonctions de l'entreprise. C'est-à-dire que les métiers sales, business development, marketing, stratégie, tout ça, je considère que moins c'est cloisonné, mieux ça marche. Et surtout, mieux c'est très 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 proche du client, mieux ça marche. Donc je suis avant tout quelqu'un qui est à l'écoute du client, qui aime co-créer avec le client, imaginer avec le client. Je crois qu'on en avait parlé il y a déjà longtemps, justement, quand j'étais directeur marketing de Oura.fr. Et parce que j'avais considéré qu'effectivement, tout ce qui était les logiques d'open innovation, de co-création, c'est ce qui permettait véritablement d'être au service du client. Et non pas de ce qui se fait souvent, d'essayer de trouver des justifications à ses propres prises de position, en allant faire des tests sur les clients et en leur faisant dire souvent ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment ma philosophie. C'est quelque chose, l'open innovation pure et dure, j'ai commencé à la mettre en place avec l'aide et le support de la DSI chez Oura. J'ai continué à installer, je dirais, cette philosophie, cette stratégie également quand j'étais chez Renault, quand j'étais responsable de la stratégie digitale, notamment chez Renault Digital. Parce que je considère que ce soit au niveau des produits ou des services, la personne la plus habilitée à se connaître et à connaître ses besoins et ses problématiques, c'est le client.
Et donc, c'est vraiment très important d'aller le solliciter très en amont et de travailler en très forte proximité avec lui. Alors, pour avoir travaillé dans des grands groupes comme Renault, entre autres, comment ça se travaille le décloisonnement? Car en fait, ça, sur le papier, ça a l'air, c'est un beau mot, Ouais, mais concrètement, en entreprise, quand on a, surtout en héritage, plein de départements et ouais. des chefs et des pachas. Ouais. Alors en fait, j'ai travaillé déjà dans des entreprises de grande taille et de taille intermédiaire. Il est vrai que les entreprises de très grande taille ont une proportion naturelle à produire des chapelles, à produire des fiefs. Voilà, c'est assez mécanique. Il faut pas forcément tout le temps jeter la pierre à l'un. On n'anticipe pas, par exemple, la survenue naturelle du syndrome de Peter, c'est-à-dire le fait d'atteindre naturellement son incompétence. On amène les gens souvent, effectivement, à construire des précarés, à se défendre dans des postures défensives, à faire du bluffware, du bullshit. C'est-à-dire, en fait, à essayer de survivre à une organisation et à lui faire croire qu'on continue à assurer, alors qu'en fait, on ne maîtrise plus rien. Et par observation, je me suis rendu compte que euh, ce qu'un un universitaire québécois dont j'ai lu le livre récemment appelle la médiocratie, Hmm. qu'on retrouve dans les entreprises, qu'on retrouve en politique et ailleurs, est en fait un phénomène naturel euh, qui amène chaque individu à adopter une posture défensive et à. C'est ça en fait, hein, c'est ce qu'on appelle les chapelles, les fiefs et tout ça, c'est se mettre dans une situation où on ne va pas tirer les gens vers le haut, où on ne va pas amener les gens vers le client, on ne va pas amener les gens, entre guillemets, à être dans le faire, mais au contraire, à souvent essayer de s'entourer de gens qui ne vous mettent pas en danger, qui vous protègent et et donc qui vous éloignent finalement de la réalité du terrain et du client. Donc je crois beaucoup dans entre guillemets, dans l'accompagnement entre guillemets de la seniorisation des collaborateurs et des leaders, et donc dans leur capacité à, à progresser et finalement à se défaire de cette énorme pression que peuvent connaître beaucoup de managers que j'ai rencontrés, finalement qu'on amène à une position et qui doivent assumer le fait de tout maîtriser alors qu'en fait ils faisaient probablement jusque-là complètement autre chose, et donc à se mettre dans des situations ingérables humainement. Je crois que là, il y a un facteur en dehors de tout ce qui est organisationnel, organigramme et autres, il y a un facteur humain qui est essentiel. Et c'est pour ça que l'open innovation, notamment, est importante. Des procédés comme l'open innovation, la co-création, et même plus globalement, l'agile, euh, sont, des, euh, sont des méthodes qui, justement, redonnent la voix, je dirais, aux clients, au bottom-up, et enlèvent énormément de pression aux leaders. Même si au départ, c'est très difficile de lâcher prise. Lâcher prise apparaît comme quelque chose d'assez inquiétant. Mais pour l'avoir vécu et pour avoir notamment participé, je dirais, à l'agilisation chez Renault, énormément de leaders, après avoir été très inquiets par cette agilisation, se sont rendus compte à quel point, au contraire, c'est un poids qu'on leur enlève. Et comment, Ouais. comment l'amener, cette agilisation? C'est-à-dire, vous le dites, mais quels sont les freins et comment tu enlèves les freins? Par exemple, lâcher prise, mais il y en a d'autres aussi qui rend l'agilité Hmm. difficile pour des structures héritage comme ça. C'est à la fois une question, je dirais, de mindset, c'est-à-dire qu'il faut énormément travailler sur l'humain et sur amener les gens à exprimer des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'exprimer. Il Par faut aussi exemple, casser. Bah, par exemple, il n'est pas naturel et même contre-naturel dans beaucoup d'organisations euh, d'accepter l'échec. L'échec est inacceptable. Donc, et pourtant, l'échec est naturel. On ne peut pas tout réussir.
Donc il y a quelque chose de totalement illogique. Et on arrive du coup à un jeu de théâtre. Alors que, en fait, l'échec fait partie du process de création. Mm. Le fail fast, par exemple. Si on prend les GAFAM, on se rend compte que dans le process de création de produits digitaux en mode agile, à peu près 85% des produits digitaux sont abandonnés, entre guillemets, en cours de création. Ça c'était les chiffres que j'ai eus justement en allant rencontrer des GAFAM, en discutant avec eux, en voyant leur process. Et ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, dès lors on a, on a compris cette logique de fail fast, c'est-à-dire de se dire, on teste des choses, on évalue des idées, on évalue des opportunités, et si on se rend compte que finalement la valeur n'était pas celle qu'on attendait, ou qu'il faut aller faire les choses différemment, ce n'est pas grave. Et ça, c'est une façon de faire comprendre qu'effectivement, il faut repenser dans le réel. Et ça, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Donc c'est à la fois quelque chose de structurel, quelque chose de très humain, et puis aussi des choses extrêmement concrètes, comme par exemple, je dirais, casser un peu, bon, je parlais d'organigrammes, casser les organigrammes classiques, casser aussi parfois je dirais, les modes de nomination. Mm. Je me rappelle, bon, je ne citerai pas la marque pour ne pas être désagréable, On va essayer mais de soupçonner. on m'a dit dans une des entreprises que j'ai pratiquées, et dont j'ai globalement un très bon souvenir, on m'a dit, tu sais, chez nous, pour réussir, il ne faut pas trop faire de vagues, en fait. L'important, c'est de ne pas te faire trop de vagues. Parce que quand tu es dans le changement, quand tu changes la donne, quand tu es dans le disruptif, euh, tu vas déranger beaucoup de monde. Tu vas déranger en fait tu vas déranger les acquis de gens qui sont là depuis 15 ans, 20 ans, qui veulent que globalement la vie continue à être un long fleuve tranquille pour eux. Et donc, ils m'ont dit, si tu veux réussir, si tu veux grimper dans la hiérarchie, le plus simple en fait, c'est que le jour où on va se poser la question de savoir à qui on va donner le poste, on le donnera à quelqu'un qui quelque part n'aura jamais dérangé. Et donc, c'est-à-dire qu'il n'aura jamais changé les choses, qui n'aura pas forcément été très brillant d'ailleurs, mais qui quelque part sera extrêmement rassurant. C'est un type de fonctionnement finalement qui ne s'applique pas qu'à cette entreprise, qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. Et donc, il y a par exemple des modes de nomination alternatifs qui existent et qui sont pratiqués dans différentes entreprises, d'ailleurs dans certaines qui sont assez grandes, que j'ai connues moi-même. Euh, Par exemple, quand je suis rentré chez Renault Digital, j'ai d'abord été nommé pour un job. Et au bout d'un an, j'ai été nommé pour un deuxième job, mais je n'ai pas été nommé par ma hiérarchie. J'ai été élu par mes pairs, Mm. alors que je n'étais pas candidat. Ce qu'on appelle l'holacratie de mémoire. Et ça amène, je dirais, des comportements très différents. C'est-à-dire qu'on est à la fois empowered par l'ensemble de l'organisation, quelque part sur un programme, sur une action précise, et on n'est pas propriétaire on n'est pas propriétaire de sa fonction. Mais quand on est patron, ce genre de principe, quand tu dis ça fait peur, c'est-à-dire je suis en train de perdre, entre autres, le pouvoir. Tu Le empowers les contrôle. autres, tu Ouais. perds le contrôle et tu laisses les autres nominer, tu laisses les autres décider. Ouais. Ouais. Et il y a un point qui est très difficile aussi pour les RH à comprendre, c'est comment changer les aspects de rémunération et de reconnaissance quand on travaille en mode projet avec Ouais. 85% des projets qui n'aboutissent pas, en mode interdépartemental, Ouais. qui est responsable et comment est-ce que je reconnais par le biais quand même de rémunération éventuellement de titres des gens pour avoir fait des choses qui sont bien ou pas et comment. C'est un point névralgique que tu soulèves. C'est qu'effectivement, ce type de transformation ne peut pas se faire sans l'appui total des ressources humaines. Et la partie motivationnelle
et financière est une clé. En fait, on se rend compte que la façon dont on va, notamment sur tout ce qui est bonus par variable et tout ça, qui sont liés à des objectifs précis, la définition de ces objectifs est stratégique. Mm. Si beaucoup de grandes entreprises sont très fragmentées et silotées, c'est parce que très souvent, les objectifs qui sont donnés notamment aux leaders, et donc la part de rémunération qui est liée, sont très silotés. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas effectivement de faire gagner l'équipe. L'objectif est d'arriver à des choses très concrètes, mais très verticales. Et donc, comment finalement reprocher à cette personne-là, parce qu'il faut beaucoup d'abnégation, de générosité pour quelque part œuvrer pour le collectif, œuvrer pour le client, alors même que c'est pas là-dessus qu'on nous récompense. Donc effectivement, il doit y avoir une corrélation directe entre les objectifs qu'on se donne, véritablement, les objectifs d'entreprise, et comment on va récompenser ses collaborateurs. Et pour l'avoir vécu, c'était parfois complètement décorrélé. Et ceci donnerait valeur ou importance, en tout cas potentielle, à l'idée d'avoir à œuvrer pour une raison d'être, quelque chose Absolument. qui est au-delà. Oui, Mais encore faut-il avoir une raison d'être qui résonne, oui, encore faut-il l'avoir défini. n'est-ce pas? Ou Oui, être légalement obligé à en avoir avec la loi en fait, Pacte. c'est une question, ouais, c'est une question qu'on se pose rarement en fait. C'est toujours intéressant d'ailleurs de se poser. Il y a deux, trois questions entre guillemets qui sont très très instructives à poser à des collaborateurs. On peut faire c'est assez simple en fait, hein, comme panel à faire. On va aller prendre à la machine à café ou ailleurs des collaborateurs et on leur demande déjà par exemple en quelques mots, de façon pitch elevator, quelle est notre raison d'être, quels sont en 3 points notre stratégie, quels sont nos résultats. Ça peut paraître idiot, mais alors, généralement, quand on fait le test, c'était différent. Et Donc, donc, c'est normal. on sait pas pourquoi on œuvre, on ne Ouais, connaît pas la stratégie et on sait pas à quoi ça aboutit, si ce n'est ma petite paroisse éventuellement. exactement. Mais parce que généralement, c'est organisé ainsi. Et donc, on a une vision qui est une vision étroite et à un instant T du peu d'informations qu'on a. Et donc, moi, pour l'avoir vécu à titre personnel, quand on m'a demandé chez un de mes employeurs, par exemple, d'auditer la stratégie digitale, d'abord, mon premier réflexe a été de me poser la question de qu'est-ce que la stratégie digitale? Mm. Voilà, et existe-t-elle? Et ensuite, ça a été de me dire voilà, une stratégie digitale, à quoi sert-elle? Et ça a été un travail d'équipe et il s'est avéré qu'a priori, on a été assez unanime pour dire qu'une stratégie digitale, c'est une stratégie qui vient appuyer la stratégie globale du groupe. Bien sûr. Et donc, il faut d'abord la définir de façon assez claire. Quand on se rend compte que ce n'est pas forcément simple, ce premier point, on se dit, bon, ça va être intéressant. Et ensuite, quand on fait l'audit, effectivement, on peut se rendre compte que parce que tout simplement le process d'écriture ou la multiplicité des auteurs de cette stratégie ont été faits de cette façon, on arrive forcément à une dérive. Mais finalement, c'est logique. C'est tout à fait humain. On ne peut pas uniquement jeter la pierre, entre guillemets, à ce que tu as appelé, je crois, les barons, qui parfois, effectivement, subissent énormément de pression et veulent, et c'est humain par instinct de conservation, survivre. Euh, si on les met dans une condition pour finalement créer des silos, avoir une stratégie quand elle existe en silo et la suivre, c'est normal qu'il n'y ait pas de corrélation, c'est normal qu'il n'y ait pas de cohérence. Il me semble dans tout ce que tu dis, Nicolas, c'est qu'il y a aussi une difficulté de lier les résultats dans un environnement open. Et qui est responsable de ces résultats? Quand on est sur un co-creation, Ouais. quelqu'un qui est créatif, qui participe 1 heure, mais qui est juste brillantissime dans cette heure, et les autres qui passent des semaines et des semaines en train de faire du programming pour que ça ne bug pas,
Ouais. responsabilité et la rémunération liée à l'importance de chacun, où il y a la contribution, l'idée de communisme, c'est-à-dire tout est égal. Je suis désolé, pas possible. Alors, l'égalitarisme absolu, hein, on ne va pas rentrer dans des dans débats politiques, se heurte parfois à la cruelle réalité. Mm. Euh, c'est très intéressant en fait d'ouvrir, je dirais, les process de décision en mode bottom-up. C'est extrêmement instructif. À l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Je ne dirais pas uniquement les collaborateurs, mais également des partenaires, l'écosystème, les clients en premier lieu. C'est hyper instructif. Euh, mais ce process, entre guillemets, de, de, de récupération des inputs et de co-création euh, ne fonctionne pas en mode totalement anarchique. C'est-à-dire que c'est un peu comme le principe de l'agile. L'agile peut apparaître au départ, pour quelqu'un qui ne connaît pas, quelque chose d'extrêmement désordonné, chaotique, et même pour certains, une plaisanterie. Alors qu'en fait, ce type de process ne fonctionne que par une rigueur absolue, que par quelque chose d'extrêmement structuré. Et donc la co-création notamment, elle, demande une forte structuration, demande une hiérarchisation, puisque ne pas hiérarchiser, c'est ne pas décider. En fait, prendre des décisions, c'est forcément plaire et déplaire, mais il faut dès le départ utiliser des process et même des outils. Il y a des outils qui existent, hein. Quand on s'était parlé il y a déjà plus de 10 ans, je m'étais appuyé sur un outil en ligne avant tout, et qui me permettait, moi, avec mes clients, mes différents clients internes et externes, de hiérarchiser justement ces besoins. Ça ne se fait pas, je dirais, de façon empirique, naturelle. C'est très, très, très structuré. Et tout le monde doit être d'accord et tout à fait conscient des règles dès le départ. Dès lors que les règles sont édictées de façon très claire sur la hiérarchisation, finalement, ça n'élève pas de débat. Ce qui peut élever le débat, c'est si au départ on n'est pas clair sur les règles et on va faire croire ou laisser croire qu'effectivement chacun aura la même importance, le même poids, la même voix, la même pondération et la même valeur. Je pense que la plupart des gens sont tout à fait conscients que ça ne marche pas comme ça. Mais par contre, si dès le départ on ne présente pas les règles du jeu, qu'elles ne sont pas unanimement comprises et acceptées, effectivement, on peut arriver à ce genre de situation qui à la fin n'amène rien. Alors, Je prends le cas par exemple chez Aura.fr, l'outil qu'on avait utilisé c'est un outil avec un moteur sémantique qui permettait d'aller concaténer les idées, les inputs, et donc d'aller véritablement voir quels étaient les pain points, les envies, les besoins de ce qui allait faciliter la vie de nos clients. Donc ça a demandé derrière un travail de préparation, un travail d'analyse. Souvent, d'ailleurs, on allie, je dirais, l'intelligence artificielle à aussi également un travail humain. Et ça permet d'hiérarchiser. Et encore une fois, pour l'avoir pratiqué également chez Renault, mais également aujourd'hui chez Bounty Source, il faut être extrêmement structuré sur sa façon justement de recevoir ces informations, de n'en perdre aucune. Donc je fais comme toi, par exemple, j'enregistre tous mes interviews et ça demande un travail de restitution très lourd. Et puis derrière, effectivement, avoir une discipline de la hiérarchisation qui doit être drastique. C'est-à-dire que sinon, si on n'a pas cette discipline, si on ne s'applique pas soi-même ces règles du jeu, on induit immédiatement la subjectivité et on revient à la case départ de l'ultra-verticalité et de l'autocratie. Et ça peut venir très facilement, hein, sans même être d'un cynisme absolu. On peut être amené à entendre ce qu'on a envie d'entendre. j'adore ce que tu dis, car en fait, il y avait un moment, il fut un temps, on pouvait être top-down, on décidait des choses, on était autocratique. Ensuite, on arrive avec une pléthore de choix, de possibilités, qui plus est dans la collaboration, donc avec énormément plus de input.
Mm. Et si, en tout ça, avant, la stratégie était claire, il y a 30, 40 ans peut-être, aujourd'hui, ça met le doigt sur le besoin d'avoir une ligne directrice, une boussole, des stratégies claires, un choix Ouais, ouais, ouais. stratégique sur tout ce qu'on fait, notamment dans l'hierarchisation, Mm. pour pouvoir avancer. Sinon, on fait tout pour tout le monde avec tout Absolument. et on va nulle part. Et, et pour ça, et pour ça, il faut déjà, entre guillemets, être d'accord sur les fondamentaux. Euh, je me rappelle avoir été invité un soir à une conférence de l'Harvard Business Review, de mémoire, où intervenait un ancien général, un général à la retraite, ancien de mémoire, directeur de l'école de guerre, et qui intervenait ensuite dans des grandes écoles de commerce. Et il rappelait ce que était la stratégie, en fait, même l'histoire de la stratégie, d'où venait, et même, je dirais, l'étymologie. Il rappelait également, et c'était assez intéressant, que culturellement, il y avait deux grandes histoires de la stratégie. Il y avait la stratégie, je dirais, d'origine hellénique et romaine, on va dire fondation européenne, et la stratégie chinoise. Mais bon, je rentrerai pas plus là-dedans, mais j'avoue que j'avais passé un moment passionnant. Et surtout, ce qu'il a rappelé, c'est qu'elle soit, qu'elle soit entre guillemets d'obédience européenne ou chinoise, la stratégie, c'était toujours quelque chose finalement d'assez simple. Qu'elle soit militaire, civile, commerciale, d'entreprise, Personnel. voilà, personnelle également. Une stratégie doit être assez simple, c'est-à-dire que qu'elle soit, je dirais, sur un an ou sur plusieurs années, elle doit être, elle doit être basée sur des objectifs qui ne sont pas nombreux, qui sont clairs, compris de tous, et qui permettent, je dirais, de progresser vers une orientation ultime. Ce qui veut dire que une stratégie, ça ne peut pas être, ce que j'ai déjà vu, des PowerPoint de 50 slides. Une dizaine de stratégies, quoi. Oui, parce que là en fait, ça ne peut pas retranscrire, en fait. C'est totalement impossible. Ou alors, c'est chacune des priorités, entre guillemets, chacune des grands piliers de la stratégie va ensuite être déployée, expliquée, mais foncièrement, les leaders qui écrivent cette stratégie ne doivent pas aller beaucoup plus loin que ces quelques, entre guillemets, must-win battles qui vont permettre à l'ensemble, entre guillemets, de l'équipe de gagner. Et que ça soit, par exemple, à titre militaire, prendre, je sais pas, un nœud ferroviaire, un port en eau profonde, ou que ça soit au niveau commercial, atteindre un certain niveau de part de marché sur un métier. Une stratégie ne doit pas aller, au départ, quand elle est présentée, quand elle est écrite, ne doit pas aller beaucoup plus loin que, je dirais, que ces objectifs très clairs et unanimes. La façon dont ça va être déployé n'est pas de la responsabilité de ceux qui écrivent la stratégie. Une stratégie n'est pas un, un plan de déploiement budgétaire, ce qui est souvent le cas. C'est-à-dire que très souvent, on confond stratégie et planning budgétaire. C'est-à-dire qu'en grosso modo, on a de l'argent, il faut le dépenser, que ce soit dans le privé ou le public, il faut le dépenser et finalement, on va essayer de le répartir sur différents points en se disant, ben voilà, c'est cohérent avec ce qu'on veut faire et tout ça. En fait, non. Ça, ce sont les moyens. On est en train de parler des moyens. La raison, c'est qu'est-ce qu'on doit gagner, entre guillemets, quels sont les facteurs clés de réussite qu'on doit atteindre cette année. On les présente et ensuite, c'est aux personnes, entre guillemets, qu'on va empowerer, qui vont être par exemple, le middle management, mais aussi les collaborateurs, qui, eux, grâce à leur véritable connaissance du terrain, alors au fait qu'ils sont en front, qu'ils vivent la réalité, on va, entre guillemets, leur donner les moyens, justement, pour pouvoir atteindre ces résultats. Et non pas le contraire. Donc la stratégie, c'est finalement quelque chose qui doit être
simple, comprise de tout. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du pitch elevator. C'est faites le test entre quelques étages. Dis-moi, je sais pas, en 2022, dis-moi jusqu'à 2025, quels sont pour toi les 2 ou 3 points qui vont faire qu'on va réussir. Si vous faites deux, trois voyages en ascenseur dans la journée et que vous avez à chaque fois une réponse différente ou, ou quelqu'un qui devient tout rouge, ça veut dire que le message n'est pas passé ou que la stratégie n'est pas une stratégie. Il n'a pas été annoncé. Ouais. Nicolas, tout ça, évidemment, c'est superbe. Alors, je voulais quand même consacrer un peu de temps à ce que tu fais aujourd'hui, car Ouais. tu t'es lancé sur un nouveau projet qui s'appelle Bounty Source. Donc, je voulais savoir comment est né Bounty Source et quel problème résout Bounty Source. Alors, Bounty Source, à l'origine, est une start-up californienne créée en 2013, dont le business model est assez disruptif. Et je suis même étonné, entre guillemets, que je ne vais pas donner trop d'idées à tout le monde, mais bon, le principe du business, c'est pas de rester caché. C'est, contrairement à beaucoup de plateformes d'intermédiation qui existent, qui mettent en relation, je dirais, des développeurs et puis des donneurs d'ordre, qui soient direction achat, direction informatique, opérationnelle. Bounty Source ne vend ni jour homme, ni forfait. Bounty Source, c'est la confrontation entre une problématique très concrète, qui va être par exemple développer quelques lignes de code et une feature particulière, voire un produit digital, débugger un produit digital existant ou résoudre un problème de cybersécurité en mode open source. Et des gens qui, de l'autre côté, aujourd'hui c'est plus de 80 000 développeurs dans le monde, et vraiment répartis partout dans le monde, qui sont des as de l'open source, qui maîtrisent parfaitement certains environnements, qui sont aussi des spécialistes de certaines industries, qui, pour leur immense majorité, ont déjà un job, ont déjà des responsabilités, et qui ont envie de continuer, finalement, je dirais, à se challenger, à coder, à être face à des problématiques, et également dans une logique de co-création également. C'est-à-dire que ces développeurs s'auto-organisent en club, encore une fois, sur, par exemple, des types de code, d'environnement ou sur des industries. Et il y a un phénomène d'émulation assez incroyable. C'est-à-dire que quand il y a des problématiques qui arrivent, il y a un effet challenge, il y a un effet presque gamification. C'est que ils vont se tirer la bourre à la fois, mais également finalement s'entraider pour pouvoir proposer des solutions concrètes. Et en fait, c'est la logique du bounty hunting, c'est que derrière, la personne qui veut que son problème soit résolu, elle propose un bounty, une prime. Et les développeurs qui sont des bounty hunters, ils vont proposer des choses extrêmement concrètes. C'est-à-dire qu'ils vont dire, voilà, moi je vais travailler là-dessus, j'ai accès au code, et voilà ma proposition. Il va y avoir 1, 2, 3, 4 personnes qui, souvent en mode assez collaboratif et appuyés par des clubs, vont faire des propositions, et c'est le client, le donneur d'ordre, qui va dire, moi je teste. Le produit, je l'ai, hein, ça y est. J'ai différents produits devant moi, je les essaye, et c'est celui-là qui me plaît. Je le prends. Et donc, j'attribue le bounty. Et là, quand il attribue le bounty tombe sur le compte du bounty hunter. Et le jour où il a envie de faire tomber ça sur son compte en banque, faire le cash out, nous, on ne prend que 10%. Voilà. C'est un modèle économique qui est assez original, disruptif, qui a été créé très franchement, voilà, par des geeks pour des geeks, et qui a vécu sa vie pendant, voilà, une communauté qui s'est agrandie pendant quelques années, qui a été rachetée au bout de quelques années par un fonds d'investissement, et puis qui a été repris il y a un peu plus d'1 an par The Blockchain Group, qui est un groupe technologique français coté, comme son nom l'indique, avec une très forte expertise sur la blockchain, mais qui est parti du principe que pour faire de la blockchain, il faut être capable d'offrir un écosystème technologique complet. Et donc, il y a différentes filiales dans The Blockchain Group qui font du service, qui font du développement blockchain, qui font de la BI,
qui propose du développement open source. Et donc, j'ai rencontré les dirigeants du groupe. Ils avaient envie véritablement de donner un nouvel élan à ce business model très disruptif qu'est Bounty Source. Et ils m'ont proposé de devenir le managing director pour véritablement faire passer un autre palier à Bounty Source. J'aurais même tendance à dire que ma mission est de lancer une renaissance de Bounty Source. C'est-à-dire de faire de Bounty Source un outil communautaire qui va être beaucoup plus au service du client, beaucoup plus efficace, beaucoup plus moderne, beaucoup plus intuitif également. Et donc, c'est pour ça qu'une de mes toutes premières priorités, parce que ça fait finalement pas très longtemps que je suis chez eux, mais c'est parti en mode galop, ça a été de solutionner les problématiques de mes clients. Et donc, en premier lieu, de faire une refonte, je dirais, du front de Bounty Source pour le rendre plus accueillant, plus pédagogique. Et puis, de reconstruire complètement le back-office pour qu'il y ait, je dirais, beaucoup plus d'efficacité dans le traitement des dossiers, de rapidité. Voilà. Donc, c'est pas venu par hasard. Tu devineras que si ce sont les deux piliers du MVP, c'est que c'est sorti de façon très naturelle de tous les interviews que j'ai menées auprès des différents clients. Et puis, il y a tout un programme ensuite, toujours en mode agile. Il y a tout un ensemble, un backlog avec différentes releases qui est prévu pour justement, je pense, donner beaucoup plus d'ampleur et d'efficacité et de plaisir à pratiquer pour Bounty Source. Dans ce genre de marché, j'ai envie de dire marketplace, je ne suis pas sûr que c'est exactement le marketplace, mais il y a l'offre et la demande. Et c'est toujours compliqué d'avoir une adéquation. Tu peux chercher des gens qui cherchent, donc des développeurs, et puis ils cherchent à travailler sur quoi? Des gens qui payent. Et comment tu comptes t'y prendre là-dedans afin d'équilibrer, enfin, quel est le problème? Enfin, est-ce que c'est un côté ou l'autre? Et comment tu comptes t'y prendre pour qu'il y ait une adéquation entre les deux? Alors, déjà, pour que ça fonctionne, il faut que je dirais que j'ai 3 clients aujourd'hui pour que ça fonctionne. Le premier client, effectivement, c'est les donneurs d'ordre qui sont eux-mêmes pluriels, qui ont différentes problématiques, différentes fonctions d'entreprise. Cela, il faut en quelque part que mon mode de fonctionnement soit beaucoup plus simple et accessible pour eux. Parce que tous les gens que je rencontre qui sont dans ces métiers, des directions achats, des SI et autres, à qui j'explique, à qui je fais ce court pitch explication, trouvent le modèle absolument extraordinaire. Mais il n'est pas naturel. Il est surprenant et pour être très sincère, il n'est pas très bien expliqué aujourd'hui. Donc, j'ai un premier travail à faire sur ces donneurs d'ordre pour être beaucoup plus pédagogique, déjà, et beaucoup plus simple. Ensuite, sur les développeurs, je te parlais de gamification, je dois rendre les choses beaucoup plus, pas fun, mais beaucoup plus agréables. Et je pense que ça sera assez facile à faire parce que les inputs que m'ont donné les développeurs sont assez clairs dessus. Donc, je sais à peu près où aller. Et ensuite, la troisième cible, ce sont les collaborateurs. Pour que ça fonctionne, il faut qu'en interne, j'ai mes clients internes pour que le travail soit fluide. Et ça ne fonctionnera pas sans eux non plus. Alors, tu vas me dire, tout ça, là, c'est compliqué et ça doit arriver à un équilibre. Je pense que ça n'arrivera à l'équilibre que si je continue à garder la même philosophie, effectivement, d'écoute. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement en me disant « Ok, maintenant j'ai compris ce que tu veux, ce que vous voulez, je vais le faire et maintenant, allez, on a raison et il n'y a plus qu'à déployer. » Non, parce qu'en fait, les besoins et les problèmes évoluent perpétuellement. Donc cette logique, entre guillemets, de co-création et d'amélioration continue collective, elle doit toujours continuer. Et c'est pas nous qui allons décider, entre guillemets, des problématiques, c'est pas nous qui allons décider des codes, c'est pas nous qui allons décider des besoins, ce sont nos clients. Les donneurs d'ordre.
les donneurs d'ordre, mais également je serai attentif, entre guillemets, à toutes les envies aussi, à tous les besoins des devs, entre guillemets. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit, il y a une rémunération, c'est intéressant, mais il y a également et pour discuter avec eux, il y a quelque chose, il y a une espèce de satisfaction intellectuelle aussi. Et donc, il y a des sujets qui les intéressent. Si, par exemple, j'ai interviewé récemment quelqu'un qui est le leader d'une communauté de développeurs dans le jeu vidéo. À côté de ça, il a un job de CTO dans une très grande boîte internationale. Je ne pense pas qu'il vienne chez nous uniquement pour boucler ses fins de mois. S'il code, s'il participe, s'il anime sa communauté, et s'il est aussi actif, c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement curieux, qui a envie de se challenger, qui est passionné par le sujet. Et donc, ça va être aussi mon travail, entre guillemets, de voir quelles sont les attentes de ces clients-là, sans qui on n'existerait pas, et qui vont nous ouvrir des portes aussi, qui peut-être certainement vont aller nous ouvrir des marchés auxquels on ne pensait pas. Tu citais Donc, Henry Ford. je n'édicterai pas, entre guillemets, une vérité absolue en disant, voilà, vous allez travailler sur ci et sur ça parce que c'est comme ça et parce que c'est les grandes tendances et parce que c'est ce dont on a envie. Je continuerai justement à travailler de façon très collective avec eux, à voir comment évoluent leurs problématiques. Et je pars du principe que si je leur facilite tous la vie, nous allons tous y être gagnants. Alors, on va terminer sur un point qui pour moi est névralgique, je pense, en tout cas, c'est quand tu vas aller voir les donneurs d'ordre et tu expliques, tu me dis que c'est mal exprimé pour l'instant. J'ai envie de dire, eux, ils sont mal fabriqués pour comprendre ce que est une offre comme Bounty Source pour être en français. Car en fait, ça demande quand même une ouverture vers d'autres, pas de contrôle du système. Et puis, pour ne pas citer le groupe, mais pour dire combien ça peut être un problème dans la logistique, c'est que j'ai un grand groupe français, j'ai fait un travail pour eux, et ils n'ont pas toujours tout payé, plus de 11 mois pour me payer. Pourquoi? Parce que je suis basé à Londres et j'ai pas un RIB parce que les RIB n'existent pas. Et donc, du coup, je ne rentre pas dans leur process. Je Et comprends. quand tu es face, toi, Bounty Source, à ce genre de grand groupe où tu veux expliquer que, il y a 81 000 possibilités, enfin, entre guillemets, et que vous devez payer qui, comment, à quelle échéance, ça ne rentre pas dans la case. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est clair. C'est clair parce que d'autant plus que quand tu crées un bounty, donc une problématique, une issue, tu déposes ton bounty. C'est-à-dire que les gens, ils travaillent pas sur un bounty potentiel. Tu commences par créditer ton compte quand tu es donneur d'ordre. Et tu dis voilà, j'ai crédité, j'ai mis, je sais pas, 10 000 $. Et ce bounty, il existe et il va être attribué à celui ou celle qui me trouve la solution. Donc, c'est pas, effectivement, tu n'es pas là en te disant je vais arriver dans 11 mois. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ça veut dire que c'est une façon de travailler qui est différente et ça demande du coup d'évangéliser des populations différentes dans l'entreprise. Il y a à la fois, je dirais, les directions achats et les directions achats, notamment de prestations intellectuelles, ont pris beaucoup de poids ces dernières années dans beaucoup d'entreprises. Elles sont souvent passées de services où on faisait beaucoup d'administratif et de comptabilité à des services où justement il y a un empowerment, il y a une proximité avec les opérationnels et il y a un travail aussi de pédagogie qui est beaucoup plus important. Donc quand on est sur des business models différents, il est très important d'aller voir ces gens-là et leur expliquer, même si ce n'est pas eux qui vont poser les bounties, a priori, Oui. sauf cas d'espèce. Il faut leur expliquer effectivement comment fonctionne ce business model, ce qu'il peut apporter, la valeur qu'il peut apporter à l'entreprise, à leurs opérationnels, et eux-mêmes vont être des évangélisateurs internes. Et puis après, il faut aussi adresser les gens qui ont les problématiques, définissent les problématiques, vont
déposer les bounties, et chacun, entre guillemets, a des attentes qui sont différentes. Donc, effectivement, c'est la force. Bounty Source, je dirais, à la force de la disruptivité d'un business model qui est unique et qui fait qu'on n'est pas dans une obligation de moyens, mais dans une obligation de résultat. Ça change beaucoup la donne. Et ça, c'est une valeur énorme. Mais c'est aussi une complexité. C'est que ça demande effectivement une petite révolution intellectuelle. C'est un échange de promesses. Donc, ça fait beaucoup d'incertitudes. C'est-à-dire que la personne qui effectivement vous promet une rémunération, parfois vous êtes un peu déçu par le temps qu'elle va mettre à arriver chez vous. Et puis la personne qui vous dit mais ça je sais le faire, ça je vais être capable de te le faire. Et voilà. Et puis mon TJM c'est tant, et puis je pense que je devrais le faire en tant de temps. Enfin, tu sais comment ça se passe généralement derrière. Il y a une dérive entre la promesse et la réalité. Et là, il y a une grosse différence, parce que d'un côté, tu as quelqu'un qui pose un bounty, et de l'autre, tu as quelqu'un qui pose son travail sur la table. Donc, on est sur deux personnes qui sont dans la réalité, dans le concret et le résultat. Alors, c'est à la fois ça a énormément de valeur, mais c'est aussi, effectivement, ça demande une petite révolution intellectuelle. Et pour ça, il faut la pédagogie. Et je suis d'accord. Et combien les gens opérationnels qui sont loin du développement ne comprennent pas la complication, la difficulté de chaque demande parfois, et on ne réalise pas combien c'est pas facile de faire du bon code, simple, qui ne bug pas. Et il y a souvent un décalage entre l'attente et l'attente qu'il faut faire, le temps à compter pour bien faire le travail par rapport à une demande. Et donc, il y a aussi cette équilibration à faire dans la pédagogie. Donc, tout ce que tu disais, Nicolas, ça me fait penser à un entretien que j'ai eu avec mon ami François Pétavy, qui gérait Aika, qui était une intermédiation entre les besoins d'une entreprise et des besoins créatifs. Donc, ça me paraît un sujet en commun. En tout cas, Nicolas, merci beaucoup d'avoir participé dans mon podcast. Comment est-ce que les gens peuvent aller rencontrer, comprendre Bounty Source et ou te suivre toi? Parce que tu es un homme qui a beaucoup d'idées à entendre. C'est gentil. Merci beaucoup à toi. Et merci de ton invitation et cet échange qui est enrichissant parce qu'effectivement, il fait se poser les bonnes questions sur à la fois, je dirais, l'écoute du client, mais également sur la stratégie en entreprise, comment l'écrire, comment la faire comprendre et comment la porter collectivement. Effectivement, ce sont des questions qui sont épineuses, mais on ne peut pas passer à côté. Sinon, on est dans le brouillard. Sinon, c'est de la dérive. Génial. Voilà. Bon, Nicolas, merci. Je mettrai des liens, comment connecter avec toi et comment aller vérifier, comprendre Bounty Source pour ceux qui ont besoin d'avoir une vraie Open Innovation. Merci, Nicolas. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust is the reason, still I won't toe the line. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man building an urge. I'm a convinced man to live and die submerged. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition
temptations and made a convinced man in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust in my reason, and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, here in these confines. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, admit to the test. I'm a convinced man, I'm ready for an arrest. I'm a convinced man, in the arms of a woman.